Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ici et avec l'ensemble des intervenants qui ont tous accepté d'intervenir aujourd'hui sur une question autour de l'enseignement de l'évolution à l'école. Alors, la question qu'on s'est posée, vous voyez, c'est quel est l'intérêt d'organiser une journée de plus autour des questions d'évolution après l'année Darwin, qui a donné lieu à un ensemble important de publications. Et Guillaume Lecointre, hier soir, quand je lui ai envoyé mon diaporama, m'a renvoyé une ou deux références en plus. Et je me suis rendu compte que j'en avais oublié une à lui importante, que je citerai un petit peu plus tard. Mais voilà, ça rentrait plus, hein, donc je suis resté sur ces ouvrages qui questionnent à la fois l'enseignement de l'évolution, hein, c'est le cas de l'ouvrage coordonné par Marilyn Coquidé, Stéphane Tirard, avec une postface de Jean Gaillon, l'ouvrage de Corinne Fortin, également. Corinne Fortin, qui est contributrice des ouvrages publiés par Guillaume Lecointre, le guide critique de l'évolution, ou dans un ouvrage collectif autour des mondes darwiniens. On a aussi l'ouvrage coordonné par Alain Prochian sur Darwin 200 ans. L'ouvrage de Michel Morange sur la vie, l'histoire, l'évolution et l'histoire, pardon, et enfin un autre d'Hervé Le Guyadère, qui sont les intervenants qui vont intervenir aujourd'hui. Donc vous voyez, hein, on a une masse relativement importante de travaux de nature épistémologique, didactique et scientifique qui ont fait des synthèses de ces avancées. Alors pourquoi ce thème aujourd'hui il nous a semblé hein, qu'on a assisté en fait à une modification des programmes scolaires au collège en 2008 et avec l'apparition des nouveaux programmes qui sont maintenant entièrement en œuvre au lycée, et que ces modifications des programmes scolaires en fait faisaient apparaître un certain nombre de changements, notamment, alors je vais en citer quelques-unes. Au collège, l'évolution est enseignée en classe de 4e, elle est maintenant enseignée en classe de 3e, qui est aussi la classe où sont introduits des éléments de génétique. Donc vous voyez que ces changements, hein, c'est-à-dire que l'évolution était enseignée avant la génétique, maintenant elle est enseignée plutôt après la génétique ou enfin dans la même année, et on se demande, on peut s'interroger, vous voyez, sur les liens qu'il peut y avoir entre ces changements curriculaires et de nouvelles questions qui peuvent se poser autour de l'enseignement de ces questions. Du point de vue du lycée, on a eu un renouvellement avec des choses qui sont restées constantes, comme par exemple l'évolution de l'homme, hein, qu'on trouve encore en terminale S, mais on a de nouveaux objets, comme la vie fixée chez les plantes, hein, qui sont apparus, des progressivités qui sont aussi un peu changées. La sélection naturelle est abordée d'abord en classe de 3e, puis vont être abordées la dérive génétique en classe de seconde, et là en terminale S, on va reprendre dérive génétique et sélection naturelle. Ces questions de programme, vous voyez, ont même donné lieu hein, à ce que des sociétés savantes éditent des pétitions pour un enseignement, par exemple, de la sélection naturelle au collège dans le cadre du renouvellement des programmes de sciences et technologies, comme quoi cette question est relativement... Ah oui, alors, il faut que je ne me trompe pas. Je suis désolé, j'ai un petit peu de retard. J'ai 2 diapos sous le nez et je ne regardais pas la bonne. Je vais essayer de faire attention. Les enjeux donc de cette journée, alors toujours dans l'esprit en fait de ces journées de la FPSVT. Cette fois-ci, on a choisi de questionner l'épistémologie des champs de la biologie à partir d'un certain nombre de résultats produits par les recherches en didactique des SVT. Alors des fois, on a eu d'autres configurations dans ces journées où on partait des apports scientifiques et ensuite on avait des questionnements didactiques qui émergeaient. Là, on va essayer de le faire dans l'autre sens. En tout cas, c'est un peu l'esprit dans lequel j'avais pris contact avec les différents intervenants. Du point de vue des recherches en didactique des SVT, je vous fais référence à 2 synthèses, hein, donc une produite par la veille scientifique de l'INRP en 2008, Enseigner l'évolution en France, hein, dossier d'actualité numéro 38, qui fait un point sur l'ensemble, hein, comme son nom l'indique, c'est une veille scientifique, donc qui fait sur l'ensemble des publications qui ont trait à l'enseignement de l'évolution au cours des 10 dernières années. Plus récemment, un article de la revue RDST, donc publié par Saïd Darroua, Marilyn Coquidé, qui doit être dans la salle, et Salem Abès, font une revue de synthèse autour des questions des controverses dans l'enseignement de l'évolution, questions de recherche sur les stratégies d'intervention en classe et dans la formation,
Donc article paru en 2012. Je vais reprendre, donc je ne vais pas faire l'inventaire, hein, donc ça liste à la fois des travaux français de didactique de SVT, mais aussi une revue de la littérature internationale en Science Education autour des questions de l'enseignement de l'évolution. Pour reprendre dans la partie introductive de l'article de Saïda Arwa et de Marine Kokidé, elles font référence à deux types de difficultés identifiées à partir de l'état de l'art. Ils font le choix de n'en traiter qu'une. Et aujourd'hui, nous allons traiter, enfin, l'orientation que j'ai donnée à cette journée, de traiter l'autre. Donc, Saïda Arwa et Marine Kokidé font référence à deux types de difficultés. Des difficultés liées à la conceptualisation de la dynamique du modèle évolutif, notamment à travers l'importation des concepts de hasard, de variation, de contingence, de sélection naturelle, d'espèces, de parenté. Et puis, un ensemble de difficultés qui sont liées aux croyances, aux perceptions, aux opinions, aux argumentations des élèves influencés par des facteurs culturels, socioculturels ou multiculturels. Dans ces publications, signalent les auteurs, sont aussi mises en avant des tensions relatives à l'enseignement de l'évolution du vivant, qui peuvent prendre une dimension remarquable dans certains contextes socioculturels. Par rapport à ces deux types d'entrées, alors j'imagine, la journée se centre, alors c'est un choix, parce que vous voyez bien qu'on pourrait y passer des semaines complètes sur ce genre de questions. La délimitation que j'ai choisi de donner est une délimitation liée aux difficultés à la conceptualisation de la dynamique du modèle évolutif. Ce sont donc autour des questions, autour des difficultés liées à l'appropriation par les élèves des concepts de l'évolution, alors vous voyez, pour faire large, pour englober le plus large possible, que j'ai choisi d'orienter le travail de la journée, sachant que nous avons en fin d'après-midi, Guillaume Lecointre qui assurera la conférence de clôture et qui, je le pense, sera en mesure de réinterroger la deuxième dimension, surtout que je vois nous avons des collègues, comme Pierre Clément, que je vois là-haut, qui a produit un certain nombre de résultats à partir d'enquêtes internationales sur cette question de l'influence des contextes sur l'enseignement de l'évolution, mais ce n'est pas exactement le point sur lequel on va travailler aujourd'hui. Alors je reprends ici une publication donc dans l'ouvrage Enseigner l'évolution, un enseignement à risque de Marine Kokidé et Stéphane Thira, un article de Christian Orange, qui est aussi dans la salle. Je vais essayer de me fâcher avec personne, donc il faut que j'oublie personne, vous voyez, ça va être... Donc s'il y en a que je ne vois pas, vous... autour des fonctions épistémologiques que peuvent jouer l'évolution dans les programmes depuis l'école jusqu'au lycée. Alors, j'ai regardé ça, quand je l'ai repris, je me suis demandé si, alors ça a été fait après, sur la base des nouveaux programmes de collège, mais sur la base des anciens programmes de lycée, et il y a peut-être quelques cases qu'il faudrait réajuster, mais je vous avoue que, pour cause de Coupe du Monde intense, j'ai pas eu le temps de reprendre le schéma. Voilà. En tout cas, les constats que faisait Christian, sur ce tableau, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que l'évolution est enseignée en tant que paradigme de la biologie fonctionnelle, vous voyez, comme un arrière-plan qui va de soi, qui semblerait aller de soi, on va dire. Où les questions de nutrition, vous voyez, toutes ces questions-là, de reproduction, etc., sont traitées sur un arrière-plan évolutif, l'évolution n'étant enseignée en tant que telle que, on va dire, à partir de la classe de 3e, et qu'on va retrouver ça à la classe du lycée, au moment du cycle terminal. Et ces questions-là, vous voyez, ce constat de Christian, qui indique que sur la plus grande partie de la scolarité obligatoire, les élèves doivent se contenter d'une compréhension intuitive de l'évolution,
ce qui risque de conduire à une compréhension au moins aussi proche des thèses du dessin intelligent que des théories scientifiques, me semble valoir toujours un petit peu, c'est pour me modéliser, mais c'est peut-être pas la peine, c'est-à-dire qu'on fait comme si ça allait de soi, vous voyez, hein, que les élèves allaient interpréter ce qu'allaient dire les enseignants spontanément dans un cadre évolutif, ce que les travaux, en tout cas que nous conduisons en didactique des SVT, montrent que c'est absolument pas le cas, c'est-à-dire que la réception d'un certain nombre, d'explications de nature biologique dans un cadre, importées dans un cadre évolutif ne va pas du tout de soi pour les élèves, et que la construction, d'un mode de pensée évolutionniste ou évolutif nécessite un certain nombre d'apprentissages, dont on ne peut pas espérer qu'ils se passent spontanément par l'opération de je ne sais qui. C'est donc cette entrée, et donc ce sera peut-être une question qu'on pourra poser à Guillaume Lecointe, vous voyez, cette entrée donc par des obstacles de nature plutôt épistémologique, on va dire, me semblait renseigner, d'une autre façon et en retour, les questions liées aux difficultés de la réception de la théorie de l'évolution, largement documentées dans les travaux anglo-saxons et francophones. C'est la grosse part des travaux anglo-saxons, comment les élèves, en fonction des contextes, etc., de leur mode de pensée, reçoivent les enseignements de l'évolution. Nous, on va le faire plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder ou de comprendre quelles sont les difficultés ou les obstacles qui sont, auxquels les élèves vont se trouver confrontés lorsqu'ils vont tenter de s'approprier des concepts évolutifs, et d'essayer de voir en quoi ces nouvelles façons de penser qu'on essaye de leur faire construire, sont de nature aussi à faire rebouger les contextes, d'envisager autrement les contextes dans lesquels ils vont être immergés. Donc c'est un croisement entre des questionnements didactiques, épistémologiques et biologiques autour d'une question que j'ai essayé de formuler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une question qui vaut, alors pour tous les objets d'enseignement, mais pour l'enseignement de l'évolution, ça me semble d'autant plus vif. Qu'est-ce qu'on cherche, pour le dire de façon assez vive, qu'est-ce qu'on cherche à faire construire aux élèves comme nouvelle façon d'agir, penser, parler, c'est une espèce de total, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser, mais qui se traduisent par des façons de parler, par des modes, et donc là on verra, ce sera illustré par ce que va présenter Julie après, mais aussi des nouvelles façons d'agir, à quelles conditions on va pouvoir provoquer des bougées chez les élèves, et qu'est-ce qu'on va pouvoir espérer gagner comme nouvelle façon d'envisager le monde vivant à travers cet enseignement de l'évolution. Cette question va être déclinée selon différents thèmes, ou différents axes. On va avoir tout d'abord un premier temps avec la communication de Julie Gobert et de Jean Gaillon, qui vont traiter ou parler des questions liées au principe ou au concept de sélection naturelle. Je serais intéressé par avoir des éclaircissements sur les distinctions, puisque vous n'avez pas le même titre, le même mot associé à sélection dans vos deux titres de communication. Puis ensuite, une intervention donc de Marc-André Sellos autour de l'évolution par fusion, qui va questionner le concept d'espèce. Alors, vous voyez, c'est pareil pour reprendre un mot de Christian Orange. Quand on enseigne l'évolution, on se trouve confronté assez rapidement à ce qu'il appelle, je le cite, des concepts tout pourris. Celui d'espèce, oui, tu te vengeras, celui d'espèce, celui d'adaptation, vous voyez, et donc on essaiera que nos intervenants nous expliquent comment on peut problématiser cette question de concepts tout pourris autour des concepts d'espèce et d'adaptation. Alors vous allez me réentendre une deuxième fois. Je suis désolé, Brigitte qui devait intervenir s'est désistée hier pour des problèmes familiaux. Et donc j'essaierai de présenter une partie de ces travaux, ce qui va pas être simple. Si vous connaissez les travaux de Brigitte Peter-Falvy, ils sont très importants, donc je vais essayer de présenter des petits bouts sans trop transformer ce qu'elle dit. Et ensuite on aura donc autour d'un certain nombre d'obstacles à l'appropriation des concepts de l'évolution, une centration sur deux autres concepts qui nous semblent problématiques. Celui de l'adaptation biologique, ce sera Hervé Liguyader qui nous proposera cette intervention. Il n'arrivera que cet après-midi.
comme Michel Morange, qui arrivera aussi cet après-midi et qui travaillera autour de la pluralité des explications dans les phénomènes évolutifs. Et enfin, et je le remercie d'avoir accepté cette tâche qu'on dit dans tout colloque impossible, etc., etc. Je remercie Guillaume Lecointre d'avoir accepté de réaliser une synthèse de la journée, une mise en perspective, notamment par les dimensions qu'on n'aura sans doute pas couvertes à travers les entrées que j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui. Je vous remercie. Et je laisse la parole à Julie.